Oui, en fait, je fais ça, c'est juste pour se réchauffer un tout petit peu quand même. Alors, comme à son habitude, 3 choses totalement différentes les unes des autres, et à commencer par quelque chose de très calme, hein, pour prendre son temps. Il faut prendre son temps dans la vie. À commencer donc avec Shearwater. Alors après un certain nombre d'albums pop, on va dire assez classiques, le groupe et surtout en fait son leader, et c'est là c'est très important, qui s'appelle Jonathan Mayberg, s'initie avec donc comme vous le voyez peut-être là, The Great Awakening, un album, allez, monstrueux, assez monstrueux en tout cas, revient aux fondamentaux, une œuvre assez baroque, pop baroque, déchirante, moi je trouve, vous allez voir, c'est époustouflant. Donc il abandonne en fait ce que moi j'appelle le superflu des albums rock stadium, c'est-à-dire rock stadium. C'est vrai qu'à écouter les autres albums, je vous montre tout de suite après, c'est vrai qu'on peut penser parfois un petit peu à la pop de U2, vous voyez, c'est rock un peu comme ça, fait pour les stades, pour les grands concerts. Donc lui, il décide cette fois-ci d'épurer complètement sa musique, de l'évider, de la réduire, on va dire, à sa plus pure, sa plus simple expression. Donc une musique plus abstraite, on peut dire ça comme ça, d'une beauté, moi je trouve assez lente. Alors pas évidente, pas immédiate, c'est vrai. Il faut prendre son temps pour rentrer dans sa musique, mais elle se mérite véritablement. Alors une fois qu'on s'installe dans ce concept lancinant, on n'en sort plus du tout. Donc il y a des influences art rock baroque, on pourrait dire. Donc décontré, vous allez voir, introspective, hypnotique. Donc le leader, je rappelle, Mayberg, en fait, fait son deuil de l'humanité. Alors quand je dis de l'humanité, je parle de l'humain. Il choisit de représenter donc un monde sans l'homme, l'homme avec un grand H, un monde idéal où règnent les animaux, donc comme au début de la création du monde. Alors, ça peut paraître un peu naïf comme discours, mais bon, c'est vraiment dans cela dont il est question, en tout cas, il le dit lui-même, même dans ses textes. Voilà, c'est un retour aux sources, en fait, à l'épure musicale, retour indéniable à la splendide singularité du vide. C'est pour ça que je disais, il faut aussi parfois prendre le temps d'écouter les choses, donc du vide, de l'espace, et je trouve que ça fait du bien. Donc une musique sans âge, relaxante, ambiante, atmosphérique, j'utilise le terme ambiant volontairement, vous allez voir pourquoi, quasi mystique, comme les productions. Alors, je vous montre les anciens albums quand même pour ceux qui s'intéressent de Shearwater. C'est pas non plus du heavy metal, mais un pop rock, je vous le disais, un peu plus à la U2. Voilà. Je vous montre un autre album, donc là, de mes collègues du Val d'Oron, toujours de Shearwater. Et puis on les retrouvait, donc je me suis permis de vous faire la relation. On le retrouve dans un album, parce que moi j'aime beaucoup ce groupe-là, Hawkerville River, et on retrouve Mayberg au niveau du chant et de la composition dans cet album-là. Voilà, pour les albums donc de Shearwater. Alors je trouvais, et je vous le disais, qu'on retrouve aussi des fois des ambiances de John Hopkins, pour ces petites ritournelles atmosphériques. Alors certes, on est dans des musiques, parce que je sais qu'il l'aime beaucoup, on est dans des musiques plutôt techno, mais techno-ambiantes. John Hopkins, pour ceux qui ne connaissent pas, utilise vraiment les sons des grands espaces. Donc les albums de John Hopkins, je vous les conseille véritablement. Et alors, je vous disais donc l'ambiant, pourquoi? Parce qu'on retrouve parfois les atmosphères de Brian Eno. Je vous avais fait une fois une partie d'histoire de Brian Eno, donc on va dire l'inventeur de l'ambiante. Et alors c'est assez marrant parce que puisque sur cet album-là, il travaille notamment justement avec John Hopkins. Donc voilà, n'hésitez pas, Brian Eno, musique lente, ambiante, s'installe l'atmosphère. Et on retrouve des fois aussi, moi je trouve l'atmosphère, vous connaissez peut-être moins, mais n'hésitez pas à découvrir Panta du Prince. Alors Panta du Prince, c'est un pseudonyme, en fait, c'est un compositeur allemand qui s'appelle Hendrik Weber, qui est plutôt dans une techno house assez moderne et surtout assez minimaliste. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il est classé en musique électronique, alors que parfois, il y a des albums de Panta du Prince, donc ce compositeur allemand, parfois qu'on classe dans les musiques nouvelles, voilà, contemporaines, nouvelles. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour les ambiances, on va dire, pour les références donc de Shearwater, entre autres. Donc il y a beaucoup aussi de cordes très obsédantes, des modulations minimalistes, voilà, comme sur les productions dont je viens de vous parler. Tout est susurré, vous allez voir au niveau du chant, comme des prières, voilà. C'est un album d'à peu près 1 heure, à peu près, il faut rester donc assez disponible. La lenteur, la contemplation sont des vertus, la musique apaise l'âme, et là, véritablement, tout prend son sens, ça prend son sens. Alors, un grand départ avec le premier titre qui s'appelle Height Gate. Composition donc dense, car une intro très en dedans, piano, voix. Et puis après, il y a des cordes comme ça pour une grande envolée, pour une grande explosion, avec un mur sonore assez explosif, pour plus de dramaturgie, je pense, assez grandiloquente. Mais on va écouter le tout début, moi je trouve qu'il est si prenant.
Hydegate. Here comes your heart attack. Starless and Bible black. And here is the end game. Alors, je préfère vous prévenir au cas où vous entendrez un marteau-piqueur, parce que c'était le cas là pendant qu'on écoutait. Vous ne vous inquiétez pas, on est bien toujours dans les travaux. On s'en excuse par avance. Donc, on continue avec le deuxième titre, No Reason. Frémissant, une batterie, un piano, des petits carillons, voilà, illustrant en fait une pluie de saveurs. Arrive la voix, donc encore une fois, vous allez voir, si entêtante, envoûtante, si belle et si angélique. That's no reason to cry. It's no reason. Alors Xenartran, donc guitare acoustique, synthé modulaire et encore la voix qui transcende la mélodie déjà vers 1 minute à peu près. Well, the night circles around the day. Alors, des inquiétudes avec des percussions cinématographiques sur le titre Laguna Seca, assez angoissant, assez intriguant. The first time I saw you, we barely connect. Sleep on the subject and slip on the mask of loneliness. Everyone You Touch, folk acoustique, montée de cordes obsédante vers plus de 2 minutes. On écoute le folk du départ. Endlessly rustling, talking, don't pause for breath. Everyone coming here looking for someone else. Watching them tearing up the tracks along the line. Alors toujours cette lenteur apaisante, prendre le temps de l'écoute, je vous l'ai dit véritablement, des vocaux précieux, susurrés comme des prières, détrictivores, c'est le titre, voilà, des modulations intimistes. On sent le rapprochement véritablement avec le sol et la nature sur ce titre-là, honnêtement. Isn't it nice? You were sleeping. I didn't want to wake you. Alors aussi parfois on retrouve la classe, moi je trouve dans cet album de Tom York de Radiohead ou aussi de Nick Cave, et là c'est le cas avec celle qui suit, voilà une composition comparativement je trouve similaire à celle donc de Tom York, dans toute sa splendeur, ça s'appelle Akaba. Then ride to the sea. Then run through the Cascades as all of the sound falls away. There Goes the Sun, alors unité entre justement la mélancolie et les bruits de forêt, voilà, assez lointains, on va l'écouter, là aussi comme un mantra. Under pallet skies. Endless Et donc on finit avec ce somptueux et sans artifice, je trouve, Wind is Love, une voix, un violoncelle, alors joué avec jeu de cordes, voilà, au doigt, enfin pincé au doigt, une contrebasse basse, je pense, voilà, et encore cette voix comme venue des cieux, voilà. Never fully died, holding its shape in your mind again. Overruns your eyes.
Voilà, véritablement une musique hivernale hein, pour ces longues soirées d'hiver bien au chaud chez soi, pardon. Pour les amoureux de, je dirais plutôt de Anthony Hazen Johnson, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle plus Anthony Hazen Johnson, et aussi surtout, j'y retrouve un petit peu de J.J. Johansson, voilà. Tant au niveau des compositions qu'au niveau de la voix. Voilà, n'hésitez pas, on a plusieurs aussi albums de J.J. Johansson. Et je change radicalement, donc attention les oreilles plutôt, avec Nebula. Donc là, vous allez voir que ça n'a rien à voir en effet. Alors, pardon, je vais prendre le départ. Nebula, oui, alors gros son, véritablement. Je dirais gros mur du son. Alors, un combo rock, moi j'appelle ça, alors des fois je m'amuse à dire des trucs comme bluesy, heavy, parce qu'il y a tellement de choses. Stoner, grunge, psyché américain, on va l'écouter, des guitares fuzzy et vibrations du désert. Alors pourquoi je dis vibrations du désert? Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés 6 mois dans le désert du Mojave, donc c'est dans l'ouest américain, c'est au sud de la Californie, pour créer donc cette galette incroyable. Oui, alors quand je dis galette, je parle pas de la galette des rois, hein, c'est pas encore le moment. Je parle de disque bien évidemment. Bon, c'était facile, mais il fallait le dire. Alors, qui est Nebula? Alors surtout Nebula, c'est d'abord deux anciens de ce groupe-là, Fu Manchu. Donc à savoir le guitariste Eddie Glass et le batteur Ruben Romano, qui quittent donc Fu Manchu. Je vous montre l'album Fu Manchu, assez heavy metal, mais moi j'aime beaucoup, hard, traditionnel. N'hésitez pas, nous avons des albums de Fu Manchu. Donc les deux guitaristes et batteurs quittent la formation donc pour tenter leur propre expérience. Et quelle expérience! Ouais, enfin, vous allez écouter. Donc, 4 albums suite à la scission, donc dès 1999. On retrouve un premier album ici présent qui s'appelle Charge en 2002. Nous avons le deuxième album qui va suivre, Apollo, en 2006. Voilà. Toujours avec Nebula. Et puis, plus de traces d'eux à partir environ de 2008. Pourquoi? Puisque le batteur lui-même, Romano, fonde son propre groupe qui s'appelle The Freaks, avec lequel il va faire 4 albums. Donc en 2008, en 2013, 2016, 2019. Mais on les retrouve ensemble à partir de 2019, donc, toujours avec Nebula, et avec cet album qui est au Val d'Oran, que je vous conseille. Très très bon. Holy Shit. Et donc, aujourd'hui encore, avec donc cet album, voilà, au titre, moi je trouve très explicite, qui s'appelle Transmission from Mothership Earth. Vous allez voir, c'est vraiment une expérience sonique. Ça peut plaire d'ailleurs à Gérald, qui passe. Coucou Gérald. Spatiale, hallucinée, planante, voilà. Des morceaux à la fois complètement trippy, voilà, mais complexes dans leur structure quand même, je trouve. Un enchaînement de morceaux quasiment sans rupture, sans temps mort. Sans répit, donc le trio, puisque donc il y a les deux, hein, je vous dis, guitariste Glass et puis Romano batteur, mais avec lequel va se rajouter un bassiste, Tom Davis. Cette fois-ci, ils sont produits alors sur le label italien romain Heavy Psych. Pourquoi je vous parle de ce label? Parce que c'est le label spécialisé dans le stoner rock. Et d'ailleurs, c'est dans une veine assez proche, puisqu'il est produit aussi sur ce label de qui? De Brant Bjork, que je vous conseille. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ce Brant Bjork, qui est lui-même un peu précurseur de ce son vraiment stoner, Brant Bjork. N'hésitez pas, moi j'adore Brant Bjork. Pourquoi? Puisque je vais y arriver, mais Brant Bjork, on le retrouvait à l'époque au sein d'un groupe qui est presque eux aussi le précurseur du heavy stoner psyché qu'ils appelaient Kyuss. Nous avons l'album, mais il est emprunté, tant mieux. Et pourquoi je vous parle de Brant Bjork? Donc il était au sein de Kyuss, avec qui? Avec son ami Josh Homme. Josh Homme, qui est lui-même fondateur du groupe Queen of the Stone Age. Voilà, pour vous montrer un peu voilà, la fratrie, on va dire, de ce style musical, donc Queen of the Stone Age, bien évidemment. Josh Homme, qui lui est spécialisé justement dans ses enregistrements, puisqu'il a son propre studio donc, justement dans le sud de la Californie, dans le désert du Mojave. Et on retrouve aussi des formes d'expérience qu'il a appelées les Desert Sessions. Voilà. En fait, il s'enferme pendant des semaines entières, en fait, à composer avec des amis, surtout à faire venir des invités, surtout au niveau vocal. Là, d'ailleurs, dedans, on retrouve, je crois, d'ailleurs, le bassiste de Primus, dont je vous ai parlé l'autre fois. Et voilà. Donc, c'est des expériences comme ça, enregistrées dans le désert du Mojave. Voilà pourquoi d'où cette ambiance. Donc, je vous ai situé le son, ce son stoner et psyché californien. Vous allez vous l'écouter des gros murs de guitare psychédélique. Donc, on va écouter ce trip cosmique et heavy. Alors oui, avant tout, je voulais vous dire, vous allez voir que je pense que la voix, en toute honnêteté, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais dans cet album, elle est vraiment en arrière-plan. On comprend pas véritablement ce qu'il dit, mais
Je pense que c'est pas le plus important à mon avis. Le plus important, c'est vraiment le mur de guitare et notamment des départs avec High Wide, un son donc très heavy, très psyché, obsédant, distordu. Voilà, ce chant donc trafiqué, on va l'entendre, qu'on comprend à peine, voilà, qui laisse place donc à ce gros mur de guitare dès le départ. Alors sur la deuxième, comme si Kurt Cobain, oui, je vous avais dit qu'il était aussi un peu question de grunge, était ressuscité, un mélange grunge de rock psyché sur donc, ah oui, le titre aussi de l'album, Transmission from Mothership Earth, vous allez voir assez lent mais doté de changements de rythme, beaucoup de cassures rythmiques et toujours ce chant assez lointain et toujours bidouillé qu'on comprend pas. Bon, vous allez dire super embêtant, voilà, mais comme je vous ai parlé de Kurt Cobain, toujours dans l'édition petit à petit et dans la collection voilà, docu-BD, cette fois-ci Nirvana. Je vous fais pas toute l'histoire de Nirvana, bien évidemment, mais bon, Kurt Cobain, Novoselic, le bassiste, avec Dave Grohl, voilà, qui était d'ailleurs guitariste, mais qui a la batterie au niveau des Nirvana. On y apprend plein de choses, hein, voilà son aventure avec Courtney Love, voilà, n'hésitez pas. Le grunge, Nirvana en BD, puisque je vous ai parlé de Nirvana. Quand même, il fallait dire. La prochaine fois, c'est sûrement un autre encore. Alors, avec celle qui suit, donc The Whited Flowers. Alors, on se trouve hein, dans un endroit donc cosmique du désert. On a l'impression avec ces guitares véritablement fuse spatiales. Décidément, ce marteau-piqueur, il est synchronisé pile poil. Chaque fois, il arrête quand je veux parler nickel. Alors attention, celle qui suit véritablement, il m'a fait mentir. Peut-être vous l'entendez ou pas. Donc on est bien dans les travaux. Un son, donc honnêtement, très lourd, ultra lourd avec Melt Your Head, très lent, un côté même parfois limite indus, tout en gardant donc le côté psychédélique et avec des effets à gogo. Alors rythmé, groovy avec cette intro superbe, syncopée à la batterie, puis arrive le gros mur de son, toujours guitare, basse, à la Led Zeppelin un petit peu moi je trouve, distorsion, fuse, toujours au niveau des effets, psyché. Il y a un solo ensuite, vraiment tout est bon, mais on va écouter cette introduction monstrueuse, Warzone Speed Wolf. Alors, avec donc I Got So High, plus classique, plus heavy alternatif. Existential Blues, avec un mid-tempo grésillant, voilà, assez grungy dans l'âme. Il y a, ah oui, moi je trouve qu'il y a un petit peu aussi de Ty Segall avec certaines de ses compositions dans la musique de Nebula. Pourquoi je vous parle de Ty Segall? C'est vrai que je vous en parle souvent, mais il a aussi, donc je l'avais dit, plein de formations. Et notamment, là, le son de Nebula, moi, me fait penser à un des projets de Ty Segall. Je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle Fuse. Vous voyez, c'est marqué en bas là, Fuse. Voilà. Nous avons les deux albums de Fuse, Fuse 1, Fuse 2, qui sont d'ailleurs aussi très bons et qui sont dans cette veine-là, que je vous conseille véritablement. Donc là, on est dans cet état d'esprit avec Existential, voilà, Blues.
Et donc on finit avec The Four Horsemen, mais je trouve un titre assez drôle, puisque là on est plutôt dans une ambiance assez latino, mariachi, voilà, western spaghetti avec des trompettes, oui, mariachi, oui, oui, et on écoute donc The Fourth Horseman. Donc pour moi, un vrai style à part entière, voilà, qu'on pourrait nommer, pour faire assez plus simple par rapport à ce que j'ai dit au début, du heavy stoner grunge psyché. Je sais pas si c'est simple, mais bon. Et un disque qui plaira, il se reconnaîtra à Lorenzo. Lorenzo, si tu m'écoutes, ce disque est pour toi. Dans une autre veine, mais puisqu'en fait on l'a acheté depuis peu, je vous conseille aussi The Moon Tooth, voilà, qui sera en circulation d'ici peu de temps. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, une fois encore transition, avec ce monsieur, Oliver Sim, alors beaucoup plus connu en tant que compositeur, bassiste au sein de ce groupe, The XX, dont les pochettes sont facilement repérables, parce qu'à chaque fois il y a un gros X dessus. Mais le groupe c'est bien XX, que je vous conseille aussi, moi j'aime beaucoup, mais vous allez voir là c'est un poil différent quand même, de XX toujours. Voilà. Alors on n'aurait pas pensé en effet qu'il lui aussi aurait sorti son propre album solo. Pourquoi je dis lui aussi? Puisque un des compositeurs aussi principaux du groupe qui s'appelle Jamie XX, bon c'est pas son vrai nom, il s'appelle Jamie Smith, lui a déjà sorti un album solo en 2015. Et alors pourquoi aussi je vous parle de cet album solo? C'est assez marrant, méfiez-vous de tout ce que vous lisez. J'ai lu beaucoup de choses, je vous promets que c'est vrai, et à chaque fois dans les chroniques on disait qu'Oliver Sim était le seul à sortir son premier album solo, donc celui que je vous présente aujourd'hui. Ce qui est complètement faux puisque Jamie Smith, donc XX, avait déjà sorti son album en 2015. Donc méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit sur Internet. Véritablement, faites bien vos recherches. Donc lui aussi, Oliver Sim, sort son premier album solo. Alors on retrouve son copain, Jamie XX, à la production quand même. Voilà. Il avait de toute évidence besoin de s'émanciper, je vais vous dire pourquoi, de pouvoir dire ce qu'il n'a pas dit au sein de son groupe. C'est souvent assez logique. Il parle avec beaucoup de pudeur en fait de sa séropositivité, qui lui a valu des moqueries, voilà, et des primades quand il était un peu plus jeune, en tout cas pas par le passé. Et, comme il l'exprime parfaitement sur le poignant et cinématographique titre d'ouverture qu'on va écouter après, vous allez voir c'est magnifique, qui s'appelle Idaeus. Donc hideux en fait, on va l'écouter, et qui se termine sur Been living with HIV since I'm 17, am I Idaeus? Donc je vis avec ce HIV depuis que j'ai 17 ans, est-ce que pour cela je suis hideux? Il en est question souvent dans ce titre-là. C'est vraiment un album cathartique qui est pour lui une synonyme de purification, une forme de libération. Les références au cinéma, vous allez voir, sont nombreuses, sont majeures chez Oliver Sim, et qui s'accordent, moi je trouve, parfaitement avec sa voix assez suave, des grandes orchestrations comme ça, des sons inspirés des musiques par exemple de John Carpenter. Alors oui, John Carpenter est bien un réalisateur, mais il faut savoir qu'il fait aussi ses propres musiques. Parfois même, c'est ça qui est drôle. Alors John Carpenter, oui, connu Poltergeist et tous ces films des années 70-80, en tant que réalisateur, mais à l'époque, il faisait pas forcément ses musiques, il en faisait, mais pas toutes. Par contre, il s'est remis à faire en fait des lost themes, en fait des thèmes imaginés comme si des choses qui pouvaient servir pour le cinéma, pour ses propres films. On est un peu parfois dans cette grandiloquence inspirée des musiques de John Carpenter. Oui, alors on les a tous. Lost Theme 1, Lost Theme 2, Lost Theme 3. Voilà, titres oubliés, mais qui sont en fait des nouvelles compositions. Et voilà, en tout cas pour les influences. Ah oui, il est aussi influencé par un groupe italien, mais qu'on n'a pas avec des grandes cordes, qui s'appelle Goblin. Voilà, je trouve que c'est un album beau et sinistre à la fois, en tout cas pour celui d'Oliver Sim. Alors, il se livre, bien évidemment, comme jamais. Il le dit, il trouve beaucoup plus facile de parler, en fait, et d'être honnête vis-à-vis de sa maladie, plutôt que d'en parler directement, comme ça, et face à des journalistes. Il a beaucoup de pudeur. Alors, attention, il le dit aussi, ce n'est pas un album essentiellement basé et centré sur le VIH. C'est aussi un album assez simple, mais nécessaire pour affronter, en fait, en tout cas, ses démons, et qui s'adresse à toute une minorité racisée, homosexuelle, transgenre, peu importe. Il parle de tous ceux dont l'estime de soi est mise à mal, voilà, par la société en général. Alors, moi, je trouve que c'est un premier album solo véritablement réussi. On va commencer, donc, je vous le disais tout à l'heure, avec ce fameux Idaeus.
I2. C'est le morceau déclencheur de ce premier album solo, et donc qui ouvre d'une façon, moi je trouve, magistrale, avec une voix, on va écouter cette voix assez brute, assez grave en tout début. Et puis après, en fait, pareil, il y a des grosses cordes en fait qui arrivent comme ça. C'est la chanson, moi je trouve, la plus poignante de l'album. Et alors, qui arrive à un moment donné, c'est pour ça qu'on va écouter 2 extraits, à un moment donné, un peu plus loin dans le titre. Jimmy Somerville. Oui, de qui? Souvenez-vous quand même, Tell Me Why. Tell Me Why. Voilà, de Bronski Beat. Voilà, oui, Bronski Beat. Je vous montre quand même, on a aussi un album. Ouais. Don't leave me this way. Enfin, tout ça, qui n'a jamais écouté? Alors oui, Jimmy Somerville arrive en fin de titre. Et véritablement, ça donne plus de profondeur, véritablement, de splendeur. Honnêtement, je trouvais ça pas mal. Donc on écoute le tout début avec Oliver Sim et puis une partie avec Jimmy Somerville. Oh, I, though the company at home can be unkind, yet I live alone and refuse to go outside. Out there I feel so lonely. Et donc la présence de Jimmy Somerville et cette voix reconnaissable même après tant d'années. Follow my voice, sweet nature boy, just to keep you safe, listen for me. Oui, Jimmy Somerville, Bronski Beat et les Communards. En fait, il avait plusieurs en fait noms de groupes, mais c'était le seul et unique personne. Assez malin à l'époque, le petit gars. Alors sur celle qui suit, Sensitive Child, note de piano donc aiguë, comme si c'était en fait un piano joué. Un piano joué pour enfants. Ensuite, des accents électriques et gentiment lofi fidélité. À la fin, avec une production un peu sale et décadente justement de son compère Jamie XX. Les guitares se superposent à des notes de piano encore. Sensitive Child. Never Here avec une production, moi je trouve beaucoup plus électronique et synthétique, et c'est un peu plus dramatique. I have proof that I was here, but a feeling like I wasn't. Just as soon as it appeared, it's gone all of a sudden. I don't own the memory, though the quality is Unreliable Narrator, donc plus spirituel, plus posé, plus sensible, et cette voix donc grave, presque robotique des fois je trouve, et cette diction si personnelle. Bonjour mon ami Kader, qui est toujours ici présent pour faire les transits, je le rappelle, voilà, grâce à lui, vous pouvez avoir vos documents dans la bibliothèque de votre préférence. Merci Kader. under over, kind of share it, kind of act that's second nature. A borrowed voice, practice smile, so much so I swear it's mine. In the moment I really meant it. Saccharine, donc s'ouvre avec beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. Assez classique comme ça en apparence, dans la forme, guitare, voix, mais encore des nappes synthétiques, voilà, qui offrent une lourdeur, une tristesse apaisante. I've never had a taste for saccharine. It's a miracle that you got in life. Thought I could survive without that basic need that it seems so. Alors Confident Man, alors dès une minute, c'est assez marrant parce que donc plusieurs voix en une, en fait c'est la sienne, c'est la seule, qui est donc doublée, triplée, quadruplée, autant voilà, et ainsi de suite. De plus en plus grave, de plus en plus en dedans, presque comme une voix d'outre-tombe, presque comme une voix de démon, je pense que c'est fait exprès, très dans les basses, et donc tout ça sur fond d'électro. I was a confident man, confident man, confident, confident man, confident man, confident, confident.
GMT pour avoir la bonne heure. Des chœurs plus solaires et avec des répétitions électro sur des beats encore comme un chœur qui bat. Je pense que c'est voilà, volontaire. Montre la versatilité dans ces contrées musicales. I'm on Greenwich Mean Time, missing you. Someone decided to save my life. Pink and blue. There's a parting in the sky. Just moments. Flûte électropop beaucoup plus traditionnelle. What would my father do? Do I take a bite of the food? I've heard other people say it can't be right if it causes you shame. Donc la lumière et voilà la paix dans sa vie, dans le texte qui suit et qui conclut Run the credits. You're the middle and I can't remember the start. I'm not scared by the man holding the knife, but nothing's more terrifying than that look in your eyes. Et toujours pour plus de pistes d'écoute, je vous renvoie toujours, parce que la dernière fois j'ai oublié de vous le dire, mais vers le petit encart musique sur le site de la médiathèque. Nous avons fait donc 2 sélections qui sont, moi je trouve, importantes et qui vous donnent encore envie d'écouter plus de musique. Une sur Neil Hannon, mais qui est au sein du groupe de Divine Comedy, puisque lui aussi a eu le droit en fait à une mise en valeur à la Philharmonie de Paris, au même titre que Fela. Donc nous avons fait une sélection d'albums, d'ailleurs que nous avons tous. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Neil Hannon, cette espèce de pop assez atmosphérique, assez cinématographique aussi. Et puis donc du coup aussi une sélection autour des 4 saisons de Vivaldi, donc c'est 4 concertos faits entre 1700, c'est ça, hein. J'ai noté 1720-1725, voilà. Alors, c'est des réadaptations, c'est assez drôle. Donc là, tout l'intérêt, c'est pas d'écouter les originaux, c'est d'écouter donc les reprises. Il y en a certaines qui sont proches, comme Max Richter, mais qui réadaptent. Mais il y en a d'autres qui sont assez drôles, avec Patrick Ronda, avec des samples de Orelsan, avec Rondo Venediano, avec Era, avec Richard Galliano. Donc des réadaptations jazz, new age, pop et rap, voilà, pour les 4 saisons. Donc ça permet d'écouter autrement ces grands classiques. Voilà, et donc je vous dis à très très vite, et pour des nouvelles chroniques, et on se quitte avec le nain grand. Kiss.